Si les États-Unis lancent encore une frappe militaire contre l'Iran, et on parle d'une chose qui pourrait arriver dès ce soir, cela pourrait pousser l'Iran à se retirer officiellement du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. Protocole de transition. Nous sommes le 9 juillet. Et tout le monde connaît les nouvelles qu'on entend dans les médias traditionnels, comme dans les médias indépendants. Les tensions montent et des échanges de tirs ont lieu entre l'Iran et les États-Unis. Et pour aller au-delà de ce qu'on voit en surface, nous sommes ici. Et j'aimerais vous présenter mon cher ami Pepe Escobar, qui va prendre la parole à partir de maintenant. C'est lui qui va vous apporter les informations que nous allons partager avec vous, celles qui se trouvent sous la surface. Merci, Monsieur Zay. Eh bien, il s'agit d'une décision vraiment importante, en ce jour très particulier. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le dernier jour des cérémonies liées au rituel et à l'inhumation du dirigeant assassiné, l'ayatollah Khamenei, et de sa famille à Mashhad. Pour être honnête avec vous, j'aimerais vraiment être à Mashhad aujourd'hui pour voir ça. C'est absolument extraordinaire. Des amis iraniens m'ont dit qu'il y a en ce moment même au moins 4 millions de personnes dans les rues de Mashhad. Et hier, il y en avait déjà plusieurs millions dans les ruelles étroites et bondées de Najaf et de Karbala en Irak. Alors, si on additionne tout ce qui s'est passé cette semaine, on assiste à l'une des manifestations les plus extraordinaires de solidarité populaire, de fierté nationale et d'unité chiite, avec un immense respect pour un leader religieux, spirituel et politique dans l'histoire moderne. En fait, 30, peut-être 40 millions de personnes entre l'Iran et l'Irak. Rien de tout ça n'est exagéré. Voilà, tout le monde est dans la rue pour rendre hommage. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et en même temps, face à tout cela, on voit le retour de la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran. L'empire du chaos ment, on triche, on vole. L'empire du pillage et de la piraterie choisit toujours soigneusement le moment de revenir sur le front. Très précisément, d'un côté, on a une démonstration de civilisation et de dignité. Et de l'autre, on a les Américains qui ont décidé « Bon, allons-y, bombardons-les encore une fois ». Voilà, c'est la version courte pour l'introduction. Larry vient tout juste d'arriver. Après mon petit blabla, je passerai la parole à Larry pour qu'il nous donne le point de vue américain. De mon côté, j'essaierai de vous présenter la vision iranienne et celle du Sud global sur ce qui se passe. Et surtout, sur cette nouvelle offensive américaine de bombardement, soi-disant contre des cibles militaires le long de la côte du Golfe Persique, mais qui touche aussi des infrastructures civiles en Iran. C'est vraiment, vraiment important. 3 exemples. Des bombardements ont visé des infrastructures civiles à l'intérieur de l'Iran, ainsi que des infrastructures reliant l'Iran aux pays des BRICS, la Russie, la Chine et l'Inde. Premier exemple, la ligne de chemin de fer entre Mashhad et le reste du pays. Depuis la nuit dernière, elle devait accueillir d'innombrables pèlerins voyageant en train depuis Téhéran ou autour de Téhéran jusqu'à Mashhad, à l'est de l'Iran. Cette ligne a été bombardée par les Américains. Ce qui est absolument remarquable, c'est qu'en quelques heures, les ingénieurs iraniens ont réussi à remettre en service au moins une voie, puis l'autre dans les heures suivantes. Les Américains ont également bombardé, à environ 40 km au nord-est de l'Iran, près de la frontière avec le Turkménistan, un pont qui fait partie essentielle de la ligne ferroviaire reliant la Chine à l'Iran. Cette ligne de chemin de fer part de Téhéran, traverse le nord-est de l'Iran, passe la frontière vers le Turkménistan, le traverse entièrement, puis continue vers les autres pays d'Asie centrale,
avant d'arriver au Xinjiang, dans l'ouest de la Chine. Financée par la Chine, construite par la Chine, elle fait partie des nouvelles routes de la soie, de l'initiative Belt and Road. Les Américains ont bombardé l'un des nœuds de ce réseau. Ils ont aussi bombardé le port de Chabahar, qui fait partie de la route de la soie indienne, et qui pourrait à l'avenir être lié à la Chine. C'est un élément du corridor international de transport nord-sud, Russie, Iran, Inde. Encore une fois, les BRICS réunis. On voit donc que l'administration Trump n'a pas seulement commencé à... Il y a un énorme bruit de fond. Excusez-moi. Je reviens, pas de là-bas. D'accord. Le bombardement d'infrastructures civiles reliant l'Iran à ses partenaires des BRICS, la Russie, l'Inde et la Chine. Voilà, c'est ça. C'est la révélation du plan général. Le plus important, ce n'est pas une réponse militaire à quelque chose que l'Iran aurait pu faire, comme attaquer des pétroliers que les États-Unis auraient aidé à naviguer dans les eaux territoriales omanaises. En défi de la marine des gardiens de la Révolution et de l'autorité iranienne du Golfe Persique sur les règles de navigation vers le détroit d'Ormuz. Ils attirent ces pétroliers à passer par les eaux territoriales d'Oman en leur promettant « Coupez vos transpondeurs et nous, les Américains, on va vous protéger ». Évidemment, rien de tout ça ne s'est produit. Et bien sûr, ces pétroliers ont été touchés par la marine des gardiens de la Révolution. C'est donc cette provocation qui a permis aux Américains de lancer leur campagne de bombardement, campagne qui va se poursuivre dans les prochains jours, comme l'ont annoncé Trump lui-même et San Juan. Voilà, c'est le contexte de ce qui se passe en ce moment, sur la façon dont l'Iran va réagir à la fin de l'échelle d'escalade et à la destruction du protocole d'accord, le MOU. Et maintenant, on revient à cette échelle d'escalade. D'après ce que m'ont dit mes contacts à Téhéran, la réponse est très nuancée. Il y a beaucoup de bruit en arrière-plan. Je suis désolé, Larry. On règle le bruit de ton côté. Il n'y a aucun bruit qui vient de chez moi, non. Ici, il n'y a pas de bruit. Pas du tout. Non, et il n'y a pas de bruit de mon côté non plus. Et pas ici non plus. Ça vient juste de s'arrêter. Ça vient juste de s'arrêter. Espérons que ça reste comme ça. Bon, où en étions-nous? Ah oui. Est-ce qu'il va y avoir une réponse iranienne au nouveau bombardement américain? Ce qu'on entend de Téhéran, c'est qu'ils calculent les échéances à venir dans les moindres détails. En anglais simple, on appelle ça « faire les calculs ». Donc, ils ont fait leurs calculs. Et quelque chose que Larry connaît mieux que presque tout le monde, c'est qu'ils savent exactement quand les réserves stratégiques de pétrole atteindront ce point critique, quelque part entre la fin juillet et la mi-août. Les Iraniens savent donc très bien ce que cela signifie pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale. En même temps, ils connaissent exactement le calendrier pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert à la navigation, si l'on suit les coordonnées de la marine des gardiens de la Révolution. Mais ils savent aussi comment bloquer le détroit d'Ormuz si les Américains continuent les bombardements. C'est quelque chose qui a été dit publiquement par plusieurs responsables du gouvernement iranien, et c'est très très important. Si les Américains poursuivent les frappes, l'Iran passera à une réponse beaucoup plus radicale. Et ça, je préfère qu'on en parle à la fin de notre conversation d'aujourd'hui. En parallèle, il y a toujours les efforts des médiateurs pakistanais pour remettre sur les rails ce qu'on appelle le MOU, le protocole d'accord. Personne n'y croit vraiment, mais on respecte le travail immense des Pakistanais, avec l'aide d'autres interlocuteurs d'Asie de l'Ouest, pour tenter de relancer ce MOU. Et en parallèle absolu, ce que j'ai aussi pu confirmer avec Téhéran, c'est qu'en réalité,
c'est le président des États-Unis lui-même qui supplie les médiateurs pakistanais de ramener l'Iran à la table des négociations. Donc cette histoire est complètement à l'envers. Si vous écoutez les vociférations du président des États-Unis, c'est une chose. Mais si vous écoutez les médiateurs, ceux qui sont vraiment à la table et qui se tuent au travail, là, vous avez la vraie histoire. Et la vraie histoire, la voilà. Les Iraniens prennent leur temps. Ils ne sont pas pressés. Celui qui est pressé, c'est le président Trump. Bon, Larry, à toi maintenant. Avant qu'on en vienne à la révélation que nous avons, on l'a gardée secrète jusqu'ici. Oui, il faut bien comprendre que même si les États-Unis mènent ces attaques, cela ne fait pas vraiment partie d'un plan global. Ils ne sont pas revenus au niveau des grandes opérations de combat qu'on avait vues pendant les 40 premiers jours de la guerre, c'est-à-dire à peu près du 28 février jusqu'au 7 avril. Mais les événements qui ont déclenché tout ça, il y a 2 jours, avec la tentative de faire passer 4 navires par le détroit d'Ormuz et le canal d'Oman, dont un Qatari et un Saoudien, c'était une provocation délibérée des États-Unis pour essayer de provoquer une réaction iranienne. Et à ce titre, l'implication du Qatar et de l'Arabie saoudite soulève de très sérieuses inquiétudes quant à leur fiabilité dans tout processus de négociation. À mon avis, ils se sont complètement discrédités auprès du gouvernement iranien. C'est à l'Iran de voir s'il peut encore faire confiance à ces 2 pays pour travailler avec eux. La réaction iranienne a toujours été mesurée, comme elle l'a été la première nuit. Ils ont frappé le Koweït et Bahreïn, les bases aériennes dans les 2 pays, mais ils ont aussi lancé des missiles anti-navires. Et je pense que c'est important parce que nous avons entendu Donald Trump se plaindre et commenter publiquement qu'il y avait 111 missiles anti-navires. Je ne peux pas confirmer que c'était vraiment le chiffre exact. Mais ce que ça me dit, c'est que certains de ces missiles ont touché des navires américains, qu'il y a eu des dégâts. Ils n'ont pas coulé, je ne sais pas s'il y a eu des morts, mais ils ont clairement frappé plusieurs navires. Et ça a conduit les États-Unis à lancer une nouvelle série de frappes, ce qui a ensuite poussé l'Iran à élargir ses frappes pour viser aussi des cibles aux Émirats arabes unis et au Qatar, sur la base aérienne d'Al-Udeid, ainsi qu'à la base Muwafaq al-Salti en Jordanie. Donc aujourd'hui, on est de nouveau dans une logique de représailles. Maintenant, je peux confirmer que les États-Unis n'ont pas repris les opérations 24 heures sur 24 des équipes de gestion de crise. Ces équipes ont été démobilisées et elles n'ont pas été rappelées en service. Ils n'ont pas été mobilisés. Et de ce fait, les États-Unis ne sont pas organisés sur le plan institutionnel pour mener une opération aérienne de longue durée. Pourtant, ils continuent d'agir, comme si des ordres étaient donnés sans qu'il y ait le moindre plan clair derrière. Les États-Unis ont clairement violé à présent toutes les dispositions du protocole d'accord. Il n'y a pas un seul point qu'ils aient respecté. Reste à voir si l'Iran va suivre le mouvement et dire, vous savez, même si Trump a affirmé hier soir que l'Iran appelait, suppliant pour des négociations, c'est Trump qui projette. En réalité, ce sont les États-Unis qui supplient, et on l'a vu tout au long de ce conflit. Revenons au 28 février. À cette date-là, quand le détroit d'Ormuz a été fermé, il y avait encore des pétroliers qui venaient juste de le quitter et qui se dirigeaient vers les États-Unis. Parce que ce que la plupart des gens ne savaient pas ou ne comprenaient pas à l'époque, et que certains réalisent aujourd'hui, c'est que les États-Unis dépendent entièrement des importations de pétrole brut lourd, celui qu'on appelle le sour crude. Ce pétrole vient du Golfe Persique, de Russie, du Venezuela, du Canada et du Mexique. Sans ce type de brut, les raffineries américaines, et il faut savoir que 70% d'entre elles
sont conçus pour traiter du brut lourd ne peuvent tout simplement pas fonctionner correctement. Ce n'est pas aussi simple que de dire « Bon, on va juste tourner deux boutons et ils pourront traiter le pétrole brut léger ». Non, ça ne marche pas comme ça. Ces 70% de raffineries, ce sont celles qui produisent le diesel et le carburant d'aviation. Et les États-Unis savaient que le 28 février, il y avait encore des navires qui arrivaient avec du pétrole. Donc ils n'avaient pas à s'inquiéter pendant 40 jours. Et quand est-ce que cette période de 40 jours s'est terminée? Le 7 avril. Vous pensez que c'est une coïncidence si les États-Unis ont cherché un cessez-le-feu avec l'Iran le 7 avril et que tout ça s'est concrétisé le 15 avril quand ils ont réussi à faire reculer Israël au Liban pendant un moment? Alors vous voyez, ce n'est pas une coïncidence. Ça montre bien à quel point cette guerre est liée au pétrole. Le 11 mars, c'est une autre date clé. Ce jour-là, le secrétaire à l'énergie, Wright, a annoncé que les États-Unis allaient commencer à puiser 1 400 000 barils de pétrole par jour. Dans la réserve stratégique de pétrole, environ les 2/3 sont du brut lourd, le sour crude, et 1/3 du brut léger, le sweet crude. Ils pompaient le brut lourd. Au total, il y avait probablement autour de 280 millions de barils le 11 mars. Si on retire 1 400 000 barils par jour, faites le calcul. En 120 jours, ça fait 168 millions de barils. Les États-Unis, c'est pour ça que Donald Trump, il y a 5 semaines, il a dit que les États-Unis allaient manquer de pétrole dans 4 semaines. C'est de ça qu'il parlait. Donc cette menace plane toujours sur les États-Unis. Quoi qu'il fasse sur le plan militaire avec l'Iran, cela perturbera forcément l'approvisionnement en pétrole vers le pays. Et en réalité, 95% de ce qui est sorti du détroit d'Ormuz au cours des 2 dernières semaines, maintenant 2 semaines et demie, part vers l'Asie, vers l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Singapour, pas vers les États-Unis. Le problème de l'approvisionnement en diesel et en carburant pour avions n'est donc pas réglé. Il reste entier à ce stade. Alors si les États-Unis poursuivent ces attaques, je pense qu'on verra l'Iran continuer à élargir sa riposte, y compris probablement en visant la base aérienne de Ben Gurion, où se trouve un grand nombre d'avions ravitailleurs américains et certains avions de combat. Monsieur Z, vous voulez ajouter quelque chose? Vous voulez présenter quelque chose? Vous voulez qu'on passe à notre révélation choc? Non. La révélation sera faite à la fin de notre émission par nul autre que Pepe Escobar, qui connaît très bien l'histoire et son impact. Je voulais juste commenter. Allez-y. Je voulais simplement revenir sur certains points dont on a parlé ici et sur la façon dont tout cela influence la situation actuelle. L'Iran a déclaré sans la moindre ambiguïté qu'il n'y aura aucun compromis sur sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Aucun compromis, quoi qu'il arrive. Téhéran a précisé qu'il existe un régime conjoint, omanais et iranien, et que c'est ce régime-là qui prévaudra, peu importe ce que feront les États-Unis. Et ce message a été transmis de manière extrêmement claire à toutes les parties concernées. Nous avons déjà dit sur cette chaîne qu'il y aura, tôt ou tard, une rencontre entre les Américains, de manière indirecte, et les Iraniens, et que cette rencontre se tiendra à Islamabad. C'était prévu pour se produire dans les prochains jours. Mais à cause de toutes ces provocations, de ces bombardements, de toutes sortes d'actions militaires de la part des États-Unis, cela n'aura évidemment pas lieu à la date initialement prévue. D'après nos informations et notre compréhension, cela va quand même se produire bientôt, très bientôt, probablement d'ici 1 semaine ou 10 jours. Et ce n'est pas parce que l'Iran le réclame, c'est parce que les États-Unis le réclament. Ils ont demandé au maréchal Munir d'intervenir.
Le maréchal Mounir a parlé avec Arakchi il y a quelques heures. Et tout ce que tu viens de dire, je peux le confirmer, c'est bien exact. Évidemment, il y a aussi d'autres aspects à tout cela que je te laisserai, Pepe, aborder au moment opportun pendant notre émission. Mais c'est vraiment, vraiment important de comprendre à quel point tout cela influence ce qui se passe en ce moment. Alors, pour notre public international, cette émission existe pour vous apporter les informations qui se trouvent sous la surface, celles qui alimentent les nouvelles que vous voyez dans les médias traditionnels et les médias indépendants. Nous avons la possibilité de vous présenter certains aspects de l'actualité qui ne sont accessibles à personne d'autre. Et cela, c'est grâce aux privilèges que nous avons, dont nous avons déjà parlé, et grâce à l'extraordinaire compétence de nos co-animateurs, Dari et Pepe. Le cœur de nos précédentes discussions reste inchangé. Il y aura, tôt ou tard, un dialogue entre les Américains et les Iraniens, de manière indirecte, à Islamabad. Et il y aura, à terme, une issue à tout cela. Ce sera bientôt, d'ici 7 à 10 jours environ. Je te repasse donc la parole, Pepe. Eh bien, cela donne le ton de notre révélation du jour, que nous avons fait confirmer et reconfirmer parce qu'elle est vraiment explosive. On peut la présenter diplomatiquement, comme un message venant du cercle rapproché du dirigeant Mostafa Khamenei. C'est extrêmement important, parce que concrètement, aujourd'hui, avec l'enterrement de l'ayatollah Khamenei à Mashhad, c'est la fin d'une époque. Et dans les faits, une nouvelle ère commence demain, vendredi, pour la gouvernance de la République islamique d'Iran. Dans les prochains jours, il y aura des réunions très sérieuses, impliquant bien sûr le dirigeant Mostafa Khamenei, qui doit rester caché, ultra protégé, avec des communications analogiques et une sécurité totale autour de lui. Mais à partir de maintenant, c'est lui qui va imprimer sa marque sur la direction que prendra la République islamique d'Iran. Et c'est une situation extrêmement compliquée, parce que son père vient tout juste d'être enterré. C'est la fin d'une époque. Il est l'héritier, pas officiellement, mais de fait. Son pays est en guerre existentielle contre les États-Unis et fait face à une véritable menace pour sa survie. L'économie iranienne est dans un état vraiment, vraiment difficile. Et puis, avec l'imprévisibilité de Donald Trump, on ne sait absolument pas ce qui peut arriver ensuite, même sous la pression que Larry a si bien décrite. Même les Iraniens, quand on regarde la façon dont ils évaluent les échéances, la question de l'épuisement des réserves stratégiques de pétrole et le maintien du détroit d'Ormuz ouvert. Mais si les États-Unis tentaient quelque chose de plus dur, comme refermer le détroit d'Ormuz, les conséquences seraient dévastatrices pour l'économie mondiale. Alors, les Iraniens sont en train d'évaluer ces calendriers et désormais tout sera au final subordonné aux décisions de Mostafa Khamenei. À partir de demain, vendredi, on va donc avoir le leader, Mostafa Khamenei, avec le bras politique qui regroupe les personnes encore engagées dans les négociations, ou du moins qui essayent encore de négocier avec les États-Unis. Le président Pezeshkian, Arakchi, le ministre des Affaires étrangères, Ghalibaf, le président du Parlement, et bien sûr, le général des gardiens de la Révolution. Et beaucoup d'entre eux, la plupart même, veulent adopter une ligne vraiment dure face aux États-Unis. Maintenant que le protocole d'accord a été rompu par les Américains, ceux-là même qu'il avait signé au Palais de Versailles, ici en France. Les informations que nous avons réussi à confirmer et à reconfirmer viennent d'un membre du tout petit cercle rapproché du leader Mostafa Khamenei. Ces gens-là ne parlent pas facilement. Ils ne s'expriment qu'avec des interlocuteurs en qui ils ont confiance, et l'un d'eux se trouve être le maréchal Asim Mounir. Donc, les informations que nous avons viennent d'une de ces personnes proches de Mostafa Khamenei.
qui a dit directement à Asim Munir, dans une communication directe, que s'il y avait une nouvelle frappe militaire américaine contre l'Iran, et on parle de quelque chose qui pourrait arriver dès ce soir, cela pourrait déclencher le retrait officiel de l'Iran du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. C'est déjà en soi une véritable bombe. Ce n'est pas une menace, c'est une décision. La manière dont cette personne proche de l'ayatollah Mostafa Khamenei l'a formulée à Asim Munir, c'est un message. Et bien sûr, cela implique une procédure très complexe. Cela veut dire que si cela devait se produire, l'Iran devrait déposer une notification au titre de l'article 10. Ils devront suivre certains protocoles. Ils atteindront un seuil où, une fois qu'ils invoquent l'article 10, le compte à rebours du traité commence. Et là, il y a un préavis de 90 jours. Après ces 90 jours, le retrait du TNP devient officiel. Et ça, c'est quelque chose qui, si Mostafa en décide ainsi, pourrait se produire en 3 mois à peine. L'Iran quitte le TNP et ensuite, littéralement, comme notre source l'a dit, je cite, « toutes les mises sont levées ». C'est une citation. Voilà ce que la source nous a rapporté dans une conversation entre un proche du cercle restreint de Mostafa et le maréchal Asim Munir. Ce qui rend tout ça crédible, au-delà du fait que ce soit confirmé, c'est que ce serait le début de l'ère Mostafa. Si Mostafa est convaincu qu'il n'y a absolument aucun intérêt à essayer de ressusciter le cadavre de l'accord-cadre, à relancer les discussions ou à envoyer une délégation à Islamabad pour tout recommencer, sachant que les Américains ne respecteront jamais leurs engagements, alors oui, c'est une décision possible. Donc, c'est vraiment, vraiment important. N'oubliez pas que Mostafa Khamenei est aujourd'hui un dirigeant en situation de guerre. Et il y a énormément de pression sur l'Iran, sur l'économie iranienne. Et maintenant, il y a cette pression populaire, disons, venant de la base iranienne, pour qu'il fasse tout ce qu'il juge nécessaire. C'est une manière de réaffirmer cette souveraineté et cette indépendance retrouvée de l'Iran. Et bien sûr, de faire comprendre aux Américains qu'ils devront payer un prix très lourd pour avoir déclenché cette guerre non provoquée. Alors oui, ces informations sont explosives en soi, mais elles comportent beaucoup de si et de mais. Le plus important, c'est qu'après l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, après le ciblage de hauts responsables de la République islamique, après les attaques américano-israéliennes, et elles vont continuer, il y en aura d'autres contre les infrastructures iraniennes, y compris civiles. Évidemment, sortir du TNP serait presque secondaire pour n'importe quel pays dans une telle situation. Ce n'est pas en Iran à cause de la fatwa de Khomeini, au départ, puis de celle du père de Mostafa, qui a décrété que fabriquer une arme nucléaire dans la République islamique d'Iran était contraire à l'islam. Mais cela pourrait être remis en cause par le nouveau dirigeant iranien. Et l'information transmise à Asim Munir rend cette hypothèse tout à fait plausible. C'est pour ça que cette information est si explosive. Mais, et c'est très important pour vous tous, notre public, il s'agit d'une possibilité. Les Iraniens sont des acteurs extrêmement sophistiqués. Ils ne confirmeront jamais, même à un interlocuteur de confiance, quelque chose d'aussi sensible, sans qu'il y ait une base très très solide derrière ce qui a été révélé. Très bien. Larry, à toi la parole. Okay, Larry, the ball is yours. Well, I just add to this that we can't. Eh bien, j'ajouterais simplement qu'on ne peut pas ignorer que ces 6 derniers jours, on a vu une démonstration de soutien sans précédent envers l'ayatollah Ali Khamenei. Il n'existe rien de comparable dans l'histoire enregistrée du monde. On estime aujourd'hui que 40 à 45 millions de personnes au total sont venues lui rendre hommage. On a déjà vu des papes mourir. Vous savez, le pape Jean-Paul était très populaire. Des présidents comme John F. Kennedy assassiné ou encore Mahatma Gandhi et les funérailles qui ont suivi. Mais jamais, dans toute l'histoire du monde,
on a vu quelque chose d'aussi massif que ce qui se passe en Iran. Et j'ai décrit cet enchaînement, l'attaque du 28 février, puis la commémoration, les cérémonies qui ont conduit à l'inhumation finale de l'ayatollah Ali Khamenei aujourd'hui, aux côtés de son épouse, de sa belle-fille et de sa petite-fille, comme l'équivalent pour l'Iran de ce que l'attaque de Pearl Harbor a représenté pour les États-Unis. L'attaque des impérialistes japonais, le 7 décembre 1941, a complètement transformé l'Amérique, pas seulement à cause de la guerre, totalement. À l'époque, environ 45 à 50% des Américains étaient opposés à l'entrée en guerre en Europe. Et ça a changé du jour au lendemain, littéralement du jour au lendemain. Et ce n'était pas seulement un changement lié à la guerre. En réalité, Pearl Harbor est devenu un symbole qui a orienté la politique étrangère américaine pendant au moins 70 ans, peut-être 80. Aujourd'hui, ça commence à s'estomper. Mais cet effet-là, c'est exactement ce qu'a provoqué l'attaque du 28 février, qui culmine maintenant avec ses funérailles sur la société iranienne. Je pense qu'elle l'a profondément transformée. Et ces chants, ces foules en deuil dans les rues, et on ne parle pas de dizaines de personnes, mais de millions, qui crient « Vengeance, vengeance, vengeance ». Ils ne cherchent pas un compromis. Ils ne veulent pas négocier. Ils ne veulent pas d'un accord avec les États-Unis. Ils veulent la vengeance. Ils veulent que les États-Unis payent le prix. Et ça, en soi, ça va limiter ce que Arakchi et Ghalibaf pourront faire à l'avenir. Ils ne peuvent pas ignorer la volonté politique du peuple. Et peu importe ce que disent les observateurs extérieurs, même ceux qui essayent de ramener tout ça vers une solution négociée, ils ne peuvent pas ignorer ce que des millions de personnes répètent « vengeance, pas de compromis, vengeance, pas de négociation, vengeance ». C'est ça, le message. Monsieur Z. Mr. Z? Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit et aussi avec tout ce que Larry vient de dire. Mais je voudrais ajouter quelques précisions à ce qu'il a dit, parce que nos informations nous permettent de le faire. Dans la culture chiite, je veux dire, je suis musulman, mais je ne suis pas chiite. J'ai cependant des contacts avec beaucoup de musulmans chiites. Dans la culture chiite, une vengeance d'une importance extrême est symbolisée par la référence au martyr de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète. Et à cette époque, on exprimait cela en levant un drapeau rouge. Un drapeau rouge signifiait que ce sang serait vengé par le sang. Alors, en Iran, juste ces derniers jours, j'ai reçu un rapport crédible disant que des milliers et des milliers de drapeaux rouges ont été vus partout dans le pays. Des millions, oui, des millions. On peut voir toutes les images qui viennent d'Iran. Il y en a partout. Oui, c'est exact. Et pourtant, j'étais très prudent dans mes estimations. Quoi qu'il en soit, la direction politique subit une pression énorme pour ne pas céder. Maintenant, un autre détail que je trouve très important par rapport à tout ce que toi et Larry avez dit. Notre contact est très proche du nouvel ayatollah, Mustafa. Et les informations que tu as transmises viennent de lui. Elles reflètent la volonté de Mustafa, son intention. Et dans ce contexte, Mustafa devient la personne la plus haut placée. Je veux dire, c'est lui, en fait, la personne la plus haut placée, celle qui décidera de ce qui va se passer. Et il ne prendra pas une position qui soit accommodante envers les États-Unis, à part ce qu'il a déjà déclaré, à savoir que le détroit d'Ormuz reste irrévocablement sous la souveraineté de l'Iran, partagée avec Oman. Et s'il doit y avoir une relation avec l'Iran, il faudra respecter cela. Donc je reviens à ce qu'on a déjà dit sur cette chaîne. Même si la situation semble vraiment très mauvaise, le Pakistan joue en ce moment un rôle très actif pour créer les conditions permettant à des discussions d'avoir lieu à Islamabad. Et ils espèrent que ça se produira dans les 7 à 10 prochains jours.
Et la force qui pousse derrière tout ça, c'est Donald Trump, pas les Iraniens. Donald Trump, not the Iranians. Well, which leaves us, before we wrap up, with, Eh bien, avant de conclure, on se retrouve dans une situation presque surréaliste. L'homme qui a ordonné de bombarder à nouveau les cibles iraniennes supplie maintenant les médiateurs de ramener l'Iran à la table des négociations. Exactement. Une fois de plus, on est en plein feuilleton, et l'homme du spectacle est au centre de la scène. Il a tissé sa propre toile d'araignée, et maintenant il est pris dedans, sans issue, sauf en se comportant comme un diplomate. Ce qu'il n'est pas, et ne sera jamais. On conclut, Larry? Shall we wrap it up, Larry? Yeah, I think we'd encourage everybody that, Oui, je voudrais encourager tout le monde. program, please Si vous aimez cette émission, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. forget to check out the Substack. N'oubliez pas non plus d'aller voir la page Substack. Le lien est dans la description. On essaye vraiment de faire grandir cette chaîne et on vous remercie de la faire connaître autour de vous. On le fait dans plusieurs langues, donc si vous l'écoutez dans votre langue, parlez-en à d'autres. Par contre, si vous écoutez la version espagnole, cliquez dessus. Mais si vous ne parlez pas espagnol, ne cliquez pas sur le lien espagnol. Ça n'aide pas la chaîne à se développer. On veut vraiment avoir un impact à l'échelle mondiale. Donc merci à tous de nous suivre. Comme on l'a dit, la situation est très évolutive. Ça peut encore changer. Et pour ceux qui se demandent ce que je grignotais en hommage à l'Iran, eh bien c'était des pistaches. I've been munching on pistachios. Well, please do remind our audiences. Eh bien, rappelons à notre public, et je suis heureux de le faire maintenant, que nous avons un programme régulier que nous essayons de suivre. Il nous arrive de le modifier et d'intervenir à des moments non prévus quand il y a une actualité importante qui ne peut pas attendre. Alors le lundi à 15h, heure de la côte Est, Larry sera à l'antenne. Le mardi, Pepe Escobar sera avec nous à 21h, heure d'Europe centrale, ce qui correspond à midi, heure du Pacifique. Et le mercredi, nous avons l'émission commune, tous les trois ensemble. Mais nous intervenons aussi quand il y a des informations de dernière minute, et c'est justement la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Pour les abonnés payants, l'abonnement est fixé au minimum à $5. C'est vraiment le minimum. Nous envoyons directement dans votre boîte mail un bulletin de sécurité qui vous donne une analyse approfondie de tout ce qui se passe. Alors, si vous en avez envie, devenez abonné payant. C'est seulement $5 par mois et vous recevez chaque semaine notre note de sécurité. Un grand merci à tous nos spectateurs à travers le monde. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Merci à tous. Je vais appuyer sur le bouton d'arrêt maintenant.